Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Créalounge, le podcast qui va à la rencontre des designers et des designeuses. Aujourd'hui, on va accueillir Michael Burov. qui est facilitateur et designer. Pour commencer, est-ce que ça te dirait de te présenter un petit peu? Donc Michael Burov, moi aujourd'hui je suis concepteur d'outils pour sensibiliser, faire participer et souvent effectivement on va en parler sous forme ludique qui peuvent aller d'un jeu à un atelier type fresque 2, atelier ludique ou des choses comme ça. Et je fais aussi beaucoup de facilitation de pratique de l'intelligence collective et tout ça je le fais depuis peu officiellement sous une structure qui s'appelle le Bureau des possibles, qui existe à Lyon et en France en général. Et on est en train d'ouvrir un Bureau des possibles à l'Ouest avec Angélique Robert. Donc voilà, tout ça, je le fais dans ce cadre-là. D'accord, j'ai vu que du coup, tu étais freelance et que tu avais plutôt un parcours assez particulier dans le sens où Oui, tu étais ingénieur. ouais, effectivement, pour arriver au game design et à concevoir des dispositifs ludiques, à la base, effectivement, j'ai une formation d'ingénieur en génie industriel, production, logistique, mécanique de façon générale. Je suis sorti en 2012. J'ai fait 6-7 ans dans l'industrie aéronautique majoritairement, pas mal sur de la gestion de projet. Ce qui est intéressant par rapport à tout ce parcours-là, c'est, je pense, deux choses. Déjà, ça apprend à travailler avec plein de métiers, d'enjeux différents, etc. Et je trouve que c'est important aussi, et à aller voir des métiers qu'on connaît pas pour essayer de résoudre des problèmes, faire avancer des projets. Et ça, ben, c'est toujours utile après quand on se met à concevoir des dispositifs ludiques sérieux. Et le deuxième aspect, je trouve que c'est aussi une formation qui donne pas mal un état d'esprit assez pragmatique de voir où on en est, de voir comment on avance. Euh, pour avancer, j'ai fait un master en management de l'innovation à côté du boulot aussi pendant cette période-là. Donc, c'est là aussi où j'ai mis le pied dans la facilitation, l'intelligence collective, les outils autour du design thinking, etc., que j'ai pratiqué des formats de marathon créatif tels que Muséomix, qui est un format de 3 jours où en 3 jours, on invente dans un musée de nouveaux dispositifs de médiation. Donc tout ça, c'est des bonnes bases de pratique finalement de concevoir ensemble, prototyper, tester, vont m'être utiles ensuite pour la suite en game design. Et j'ai aussi eu l'occasion, effectivement, quand je me suis lancé en 2019, de faire mes premières missions avec Prismatic, qui est une structure aussi qui fait des jeux sérieux physiques souvent ou des escape games pour sensibiliser, faire passer à l'action, passer des messages. Donc voilà, donc ça a été aussi l'occasion pour moi d'apprendre autour de ça. Et du coup, par rapport enfin, qu'est-ce qui t'a fait passer de la pensée d'un ingénieur à la pensée, bah, je vais faire du design sprint, parce que, enfin, je pense qu'il y a un grand pas entre les deux quand même. Ouais, bah c'est une question qui revient souvent. Moi, je pense déjà ça s'est fait pas fait un jour. Je suis l'un, je suis l'autre. D'ailleurs, aujourd'hui, je me considère pas forcément non plus comme designer. Je sais pas. En tout cas, je peux prendre une posture de designer dans certains projets, mais je trouve que le spectre il est large. Moi, j'étais déjà dès le début peut-être un ingénieur qui posait trop de questions et qui était dans des métiers de l'ingénierie aussi, quand je suis allé vers la production, la logistique, ce qui m'intéressait, c'était d'aller creuser des choses qu'on comprend pas, de concevoir de nouvelles formes d'organisation, de voir comment on pouvait améliorer des systèmes. Et en fait, je pense qu'après, effectivement, je suis allé vers les métiers de l'innovation justement parce que je voulais faire voir comment on conçoit des choses quand on ne sait pas ce que doit être la forme finale, ce que peut être la chose aussi. Et après, c'est beaucoup effectivement de pratique. Je pense que des formats type des game jams de création de jeux, des temps effectivement pas mal d'ateliers de marathons créatifs aussi à faire, le fait de côtoyer aussi finalement des gens qui étaient soit game designer de métier, soit designer de métier, ça m'a aidé aussi à construire un peu, à comprendre ça. Et puis
au fil de l'eau, effectivement, je pense que ça fait seulement 2, 3 ans que je suis revenu vers une démarche, bah, la pratique du design sprint un peu formalisée en me formant aussi à cet outil-là. Le design sprint, je pense, très rapidement, on est vraiment sur passer de j'ai un enjeu pas clair, j'ai envie de faire quelque chose sur un sujet, à je commence à avoir des prototypes, une maquette, quelque chose de testable et qu'on va tester vis-à-vis d'utilisateurs finaux. Bon, bah en fait, ça, c'était des choses que assez tôt dans mes explorations à côté du boulot, je faisais déjà à travers Muséumix ou d'autres formats. Mais effectivement, bah, c'est vraiment une transition qui se fait progressivement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai aussi toujours mes points de vigilance de dans quelle posture je suis, comment je travaille. Est-ce que là, je suis dans une logique et je suis souvent aussi sur une approche peut-être un peu plus orientée aussi enjeu client, enjeu business, enjeu, ouais, vraiment quels sont les impacts pour le client. Là où et donc avec un rôle qui est presque plus sur c'est quoi la stratégie globale de design, qu'est-ce qu'on va faire. Là où effectivement, je vais aussi m'entourer, souvent d'ailleurs de gens qui sont designers de formation, sur donner une forme exacte et finale à l'outil, sur effectivement aller creuser les derniers points de l'expérience utilisateur, de voir comment va être utilisé le dispositif. Donc, oui, je trouve qu'il y a vraiment une granularité assez large entre bah, finalement le point dont je suis parti d'être ingénieur à effectivement avoir plus une posture de designer aujourd'hui. Dans quel cas tu vas utiliser les ateliers ludiques et aussi, qu'est-ce que c'est pour toi un atelier ludique? Ouais. Alors effectivement, dans ce que j'ai pas dit sur ma présentation, j'ai travaillé aussi pendant plusieurs années, entre-temps, sur des sujets autour de la gamification et entre autres avec la méthode feedback et donc sur des sujets de comment on met des éléments ludiques dans des choses qui n'en sont pas. Ça peut être une application, un processus, la vie d'un lieu, plein de choses. Et typiquement, là, on est sur des choses où l'objet final n'est pas un jeu, mais on est sur rendre un dispositif plus engageant, faire participer. Les ateliers ludiques, pour moi, alors l'exemple le plus classique, c'est un peu la fresque du climat. Si vous dites aux gens que c'est un jeu, ils risquent d'être déçus. En tout cas, s'ils en ont des attentes ludiques, si vous dites aux gens qu'on va juste faire un atelier pour les sensibiliser sur un sujet, ils vont se dire, tiens, c'était plus participatif, actif que prévu. Il y en a pour moi plein d'autres, des formats d'ateliers. Alors souvent sur atelier ludique, je pars du principe que c'est un format collectif, que c'est un format effectivement engageant avec des caractéristiques ludiques. Ça peut être des choses sous forme de cartes, des choses où on fait part à la créativité des gens, des choses où on fait échanger, des choses où on met des contraintes créatives. Mais en tout cas, voilà, il y a cet outillage, en fait, cette facilitation assez outillée. Pour moi, c'est aussi des ateliers qu'on va répliquer plein de fois. En tout cas, il y a cette idée aussi de se dire qu'on crée un outil parce qu'on a un objectif de réplication, voire diffusion de l'outil, pour où ça soit effectivement possible de former des nouveaux animateurs, des nouvelles animatrices et d'aller diffuser l'outil. Et effectivement, pour moi, on est sur un... En fait, l'avantage de ce type de choses-là, c'est qu'effectivement, on est sur un hybride entre faire de la formation directement et de l'autre côté, faire un jeu sérieux. Faire un jeu sérieux, à la fois, ça peut prendre énormément de temps et de moyens aussi, mais de l'autre côté, ça peut aussi être vu comme effectivement une coupure, un moment ludique, etc. Et souvent qui nécessite d'être opéré avec une phase de jeu, un débrief. L'atelier ludique peut permettre bah, d'avoir tout de suite un atelier où on est en train de transmettre le message, où on est en train de parler des sujets. Finalement, on facilite la prise de parole, la discussion et la compréhension des sujets. Donc voilà, pour moi, on est sur un objet un peu hybride et effectivement, aujourd'hui, on le voit bah, avec l'essor des multiples fresques. Bah, c'est intéressant parce que bah, tout le monde a un peu envie finalement de sensibiliser de façon un peu plus active et de créer des vrais outils, de faire du vrai design sur des outils bah, pour mieux le faire. Du coup, je pense que tu as un peu répondu sur les avantages à utiliser les ateliers ludiques pour sensibiliser ou alors même former ou tout autre objectif, j'ai envie de dire. Et pourquoi, en fait, l'idée, ce serait de concevoir tes propres ateliers. Ouais. Bah, en fait, effectivement, aujourd'hui, en tout cas, nous et moi, dans la façon dont je travaille toujours avec quelqu'un qui a une expertise précise. Par exemple, on a travaillé avec Florence Go,
qui est journaliste, qui fait de la sensibilisation aux médias et qui a créé une fresque autour des médias. C'est quoi un média? Comment ça marche? Pourquoi c'est important d'avoir des médias indépendants? C'est quoi une fake news? Il y a plein de petits sujets et de modules dedans, mais en fait, c'est quelqu'un qui a déjà une expertise, qui a déjà une capacité à transmettre et une envie de les transmettre. Et en fait, c'est se dire, tiens, comment je peux créer un outil de plus pour transmettre de façon efficace, pour me différencier, pour et aussi m'aider dans ma pratique de finalement de la transmission, parce qu'en fait, quand vous avez un outil bien conçu, ça va aussi vous simplifier la vie pour finalement rendre à la fois donner envie aux participants, transmettre les messages, clarifier. Euh, et donc, du coup, effectivement, je pense que c'est ça un des avantages. Et effectivement, on va à chaque fois travailler avec une structure qui a l'expertise d'eux. On pourrait imaginer des cas où on doit concevoir pour une structure qui l'aurait pas et on cherchera des experts pour le faire, mais en tout cas, moi, ou des expertes, mais pour moi, dans la pratique, effectivement, j'aime bien co-construire avec des structures qui ont déjà, finalement, une capacité à avoir de l'ingénierie pédagogique, d'avoir finalement une expertise des sujets et finalement les aider à la fois à trouver la bonne stratégie. C'est-à-dire qu'il y a plein de façons de faire un outil ludique en termes de nombre de diffusion, de taille de l'outil, est-ce que c'est un outil très diffusé ou plutôt très maîtrisé dans la diffusion et où on va le déployer finalement que chez des clients ou que chez des partenaires précis. Est-ce que c'est un outil qui va durer longtemps ou être très court? Voilà, il y a plein de choses à la fois d'un côté sur la stratégie et de l'autre sur les mécaniques ludiques, sur effectivement ne pas juste dire tiens, je vais faire une fresque cause-conséquence qui marche bien pour le climat, ce qui marche pas forcément aussi bien pour d'autres sujets. Totalement. Et du coup, t'as pu avoir un large panel de sujets, en fait, de différents publics, différents sujets, parce que, enfin, si on en revient à ce que tu nous as dit, en fait, là, on peut faire des ateliers, du coup, sur, par exemple, le climat, sur en entreprise, sur les compétences qu'on peut avoir, sur les Oui, différents... on a même eu des sujets très. Alors, c'est pas dans les sujets mais on a bossé sur des sujets aussi très culture d'entreprise, discuter autour de la culture d'entreprise, comment elle évolue, etc. Donc, on peut être sur des sujets même pas forcément vus comme à impact immédiatement, même si ça a des impacts énormes sur les organisations. Donc, ouais, la diversité des sujets, du moment qu'on a des choses à transmettre et à faire finalement à faire discuter, à faire mettre en action. Et en fait, il y a beaucoup de sujets qui relèvent de ça, en fait, de comment on passe d'une intention à une action, quoi, et à avoir compris un message. Pour en venir un peu à tous ces mots qu'on utilise, on peut peut-être aussi des fois se demander c'est quoi la différence un peu entre gamification, ludopédagogie, atelier ludique. Ouais. Alors ça, c'est un sujet pas simple. Moi, je pourrais renvoyer effectivement. Alors moi, dans les distinctions que je fais assez précisément, je distingue serious game et gamification, dans le sens où serious game, on est sur jeu. Et je pense que tu as interviewé des gens qui sont plutôt positionnés serious game. Effectivement, on est sur je crée un vrai jeu et donc je joue, j'apprends. Je débrief et en fait après je l'applique dans la vraie vie. Pour moi, la gamification, on est plus sur je provoque directement des actions, des choses qui se passent pour les participants. L'exemple typique que je donne, c'est si je veux sensibiliser à l'éco-conduite, je peux vous faire un jeu de société sur l'éco-conduite où on aura appris plein de choses et à la fin, effectivement, on a peut-être compris, on va l'appliquer dans la vraie vie. De l'autre côté, je peux mettre un capteur dans la voiture où je peux surveiller effectivement ce que pratiquent vraiment les gens et peut-être donner des récompenses, donner une narration qui se construit, mais en tout cas inciter à que ça soit fait dans la vraie vie. Donc on a un peu ces deux distinctions. Pour ludopédagogie, pour moi, c'est vraiment effectivement comment on injecte des dispositifs ludiques dans de la formation, dans de la pédagogie. Donc ça, c'est un domaine d'application très précis. Moi, c'est vrai que sur gamification, par exemple, ça peut être hyper large les domaines sur lesquels on applique. Et pour moi, atelier ludique, on est vraiment... En fait, pour moi, ce qui est aussi l'atelier ludique, on a à la fois l'aspect sensibilisation, transmission, mais on a aussi très souvent
et c'est pour ça qu'on le fait en collectif, un aspect créer du dialogue, créer de la discussion, faire s'exprimer les gens, créer de la créer ça. Donc en fait, effectivement, on est aussi sur, si je prends par exemple la fresque de la diversité que je trouve assez bien faite aussi, dessus, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de contenus qui vont être passés sur les sujets liés à l'inclusion, la diversité, mais qu'on va aussi avoir plein d'échanges entre les participants qui vont commencer à nous mettre en mouvement là-dessus. Et je trouve que l'atelier ludique fait ça peut-être plus qu'un serious game, même si un serious game peut le faire pendant le débrief, par exemple. Mais par exemple, quand on est en train de jouer, on est plus dans finalement la tension du jeu, l'univers du jeu, etc. Et on va peut-être, là aussi, pareil, hein, on peut outiller un débrief. Et donc, dans ce cas-là, on aura des choses qui se rejoignent. Mais voilà, je sais pas Du... si ça répond. Bah, je pense oui. Et puis, d'où l'intérêt de t'interviewer toi, dans le sens où c'est vraiment un sujet qui est très intéressant et qu'il faut différencier un peu les deux aussi. Que Ouais, c'est après, pas créer un jeu, quoi. Après, effectivement, toutes ces nuances-là, elles sont assez utiles en conception parce que c'est peut-être pas, on va pas partir sur les mêmes pratiques de design si je fais du game design, donc concevoir un jeu par exemple, ou si je suis en train de gamifier quelque chose d'existant et donc je vais reprendre le parcours et voir où je peux mettre des briques de gamification. Par contre, en fait, moi, dans la pratique, souvent, ce qu'on fait, finalement, tu vois, c'est d'aller finalement avoir un premier temps qui est vraiment un temps de même de pré-discussion, pré-design, réflexion commune, où en fait on va poser tous les enjeux, les objectifs sur la table, peut-être les cibles à lesquelles on s'adresse, et ça fait partie même du choix stratégique parfois de décider avec les gens avec qui on conçoit et de les accompagner dans se dire, tiens, est-ce qu'il vaudrait pas mieux faire un escape game mobile qui soit un vrai jeu en pied d'eux, peut-être un atelier ludique qui soit une fresque d'eux, on les convie à un atelier très précis. En fait, il y a plein d'options possibles et complémentaires. Et en fait, c'est aussi, je trouve, un de nos savoir-faire après en tant que professionnel d'essayer d'orienter vers les outils le plus adaptés à l'usage. Et c'est aussi là où moi, j'ai toujours assez finalement la question de qu'est-ce qui va avoir le meilleur impact pour les enjeux finalement de la structure qui fait appel à nous. Comment tu vas réussir, en fait, comment tu vas concevoir tes ateliers, parce que c'est quand même une méthode assez collaborative qui inclut en fait dans tout ton processus, en fait, ça inclut les personnes avec toi. Donc, comment tu vas faire pour concevoir tes ateliers? Ouais. Je vais à la grosse maille, le process est assez simple et enfin assez simple, à la fois assez simple et à la fois compliqué dans ses détails, mais globalement, on a une phase que j'appelle souvent une phase de pré-design où effectivement, on va se mettre autour de la table avec les parties prenantes. Ça peut être le client, l'organisation, mais ça peut aussi être potentiellement des gens qu'on va vouloir impliquer ou sensibiliser. Ça peut ou des structures complémentaires. Et on va se poser toute la question de c'est quoi les enjeux, c'est quoi les messages qu'on veut transmettre, c'est quoi les contraintes qu'on a dans ce projet-là. C'est quoi ce qui a déjà été tenté ou peut-être ce qu'on a déjà comme outil et où vient s'insérer le nouvel outil, qui est notre public cible aussi, qu'est-ce qu'on cherche à faire ou à provoquer chez le public cible. De l'autre côté, donc une fois que cette première phase est faite, souvent je vais aussi passer pour nourrir la réflexion par présenter tout un benchmark d'outils existants alors outils existants au sens très large, pas juste la fresque du climat, mais plein de choses avec un panel ludique, des choses très pragmatiques aussi qui ressemblent moins à des jeux. Tout ça pour leur faire dire, tiens, cette caractéristique-là on aime, celle-là on n'aime pas. En fait, pour se donner un peu au groupe aussi un peu de culture de qu'est-ce que ça peut être tous ces outils-là et pour nous donner à la fois les directions qui ont l'air les bonnes et les directions qu'on va éviter. En conception aussi, ça permet aussi parfois de dire, tiens, ça, je sais pas, par exemple, il y a un côté un peu infantilisant sur les images, on voudrait éviter ça. Bon, c'est très bien parce que nous, en tant que designer après, ça nous permet d'éliminer des options vers lesquelles aller. Effectivement. Et une fois que tout ça est fait, nous, souvent, on va rentrer dans une phase de brainstorming, réflexion, réfléchir. Parfois, on implique le client dans un premier démarrage, parfois non, ça dépend un peu. Et on va commencer à construire effectivement des premiers prototypes de qu'est-ce que pourraient être les mécaniques de jeu, enfin, les mécaniques ludiques de l'atelier, qu'est-ce que pourrait être, comment on structure les cartes, comment on structure finalement un peu comme on conçoit une facilitation. Comment on conçoit les 2 heures et demie que vont durer l'atelier ou une heure ou enfin peu importe les contraintes qu'on a.
Donc là, on va vraiment être concevoir un premier jet. Souvent, on va en discuter avec le client aussi pour voir s'il y a déjà des choses qui accrochent comme ça. Et après, effectivement, on se passe pas effectivement, de faire un premier test avec des utilisateurs proches de la cible. Souvent, d'ailleurs, nous, on en fait un petit pour entre nous pour voir si globalement le filage a l'air bon. Et après, effectivement, faire un test avec des utilisateurs, avoir leur retour, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qui s'est passé. Et après, on part sur des itérations au fur et à mesure. Donc, sans trop de surprise, à la fois, on est sur un process de design assez classique quelque part. Et de l'autre, nous, ce qu'on fait aussi, c'est on vient outiller ça de l'expérience qu'on a sur pas mal de conceptions d'outils, d'éléments pour donner une culture commune. Sur le brainstorming, on peut appuyer ça avec les gamificarts pour la gamification. Ça peut être aussi les mécanic art ou des choses pour essayer d'aller chercher plus loin sur les compétences de nos participants qu'on a envie de mettre à l'épreuve pendant. Mais voilà, et donc là-dessus, souvent, je travaille pour le comment je conçois aussi. Donc là, moi, effectivement, je vous parle un peu du process général. Souvent, je travaille en binôme, au moins avec quelqu'un qui a à la fois la casquette de designer et une vision graphique de ce qui va être fait pour effectivement aussi commencer à travailler l'objet, parce que la matérialité de l'objet sur un atelier ludique, elle est importante. C'est le premier truc qui va être perçu quand on arrive autour de la table. Donc là, pour certaines, on a fait des nappes avec des canevas, des choses comme ça, des cartes, pas mal d'éléments. Là aussi, travailler la forme, c'est quelque chose qui démarre à peu près vers la fin du brainstorming et le prototypage de l'atelier et qui va se tester et s'itérer aussi. Et souvent là-dedans, alors ça se file un peu tout du long, ça dépend un peu de la clarté. On va aussi avoir des échanges sur la clarté et la fidélité au contenu pédagogique, à ce qu'on veut transmettre. Parce que parfois, il faut qu'on veille à que quand nous, on fait des choix pour rendre les choses plus engageantes, plus ludiques, plus sympas, on ne soit pas en train de trahir le contenu ou de créer potentiellement quelque chose qui aille pas dans le sens de finalement ce qu'on veut transmettre. Donc là, c'est aussi le rôle du client ou des experts de finalement qu'on arrive à leur expliquer ce qu'on est en train de proposer de faire et qu'ils arrivent aussi à nous aider sur les formulations exactes, sur ce qui peut éviter de faire des contresens. Voilà un petit peu rapidement. Et du coup, est-ce que tu penses que créer en gros la co-conception, la co-création des ateliers, elle est essentielle et ou si tu pourrais faire sans, et si oui, pourquoi en fait? Moi, je verrais un peu la chose, je formulerais un petit peu, en tout cas, moi, je me pose un peu la question différemment, c'est que je me dis souvent, quand c'est une organisation qui fait appel à moi ou à nous pour, euh, pour créer un atelier, c'est qu'ils ont cette idée-là de se créer un nouvel objet différenciant cœur de finalement leur expertise. Et donc, dans ce cas-là, je trouverais ça très dommage de pas les impliquer, déjà parce que c'est eux qui ont l'expertise. Deuxièmement, c'est un outil qui, pour moi, doit être aussi au cœur de finalement une stratégie de diffusion, mais ça peut être aussi même de marketing, hein. Pour le coup, je suis aussi en réflexion avec des gens pour outiller un peu finalement leur méthode d'accompagnement. Là, pareil, je trouve que c'est hyper intéressant pour eux et assez central de se dire comment je vais finalement créer cet outil qui correspond bien à ce à quoi je vais être à l'aise de l'animer et qui va être cohérent avec mes pratiques, sachant qu'on a peut-être l'impression que c'est un peu long pour le client, le co-design, etc. En fait, là, on parle de maximum, je dirais, une journée, peut-être une demi-journée lors des tests à la fin. Mais en fait, on les implique surtout sur la phase de cadrage, pré-design, choix et pour participer effectivement pour voir l'outil en test, etc. Mais en fait, tout le reste du travail intermédiaire peut être avancé de notre côté, que ce soit en design, création des mécaniques, du déroulé, etc. Mais par contre, effectivement, sur vraiment la fidélité de la mécanique de ce qu'on met en place au contenu, ouais, je trouve que c'est hyper important cette phase de co-conception. Et puis moi, ça me permet aussi finalement de travailler sur une multitude de sujets qui vont de sensibilisation, je disais, aux médias, à des risques naturels, feux de forêt, inondation, à un autre jour, les sujets des compétences en entreprise. En fait, ça permet aussi finalement de rester plutôt des experts de la partie mécanique, engagement, dynamique d'atelier et finalement de faire équipe avec nos clients.
sur cette partie finalement co-conception des ateliers. Et ça permet aussi de les mettre au cœur de comment on conçoit l'outil pour qu'ils soient capables de le faire vivre et de le faire évoluer ensuite. Hum, Donc, je m'étais dit que ce serait intéressant que tu puisses nous partager un exemple d'atelier ludique, que ce soit un que tu as créé ou alors même un qui t'a plu. Ouais, bah du coup, en atelier ludique, bah effectivement, alors tout premier classique, le tout premier classique, c'est effectivement la fresque du climat auquel tout le monde pense. Dans ceux que j'aime bien aussi, il y a alors, il y en a un qui s'appelait le match du siècle, mais qui a changé de nom, je te le retrouverai après, qui a été conçu par Ticket Fortune, qui est un atelier pour prendre connaissance de ses profils et talents, et puis pour changer le monde. Et en fait, c'est un petit atelier en équipe qui utilise pas mal de mécaniques assez sympas. Enfin, on fait plein de choses assez différentes. On fait du dessin, on a des moments d'immersion, on a des moments de discussion, on a des moments où se passe des choses. Donc, je le trouve assez chouette. Voilà, on a dans d'autres ateliers ludiques qui fonctionnent. Moi, j'ai bossé sur un atelier qui s'appelle la fresque des compétences, qui est créé par Maria School, qui est un atelier pour dans une équipe, échanger sur bah, c'est quoi les compétences qu'on a, d'où est-ce qu'on les a, se prendre conscience de tout ça. Et de l'autre côté, se dire quelles sont celles qu'on a besoin de développer face aux défis de demain. Et donc, ça prend la forme, ça se matérialise tout au long de l'atelier autour d'un arbre et d'un poster là-dessus. Et donc, bah, ça aussi, c'est assez intéressant. Là, on est sur un atelier qui est plus pour, d'ailleurs, pour faire parler et prendre quelques notions et avancer, mais on est aussi surtout sur un atelier où on construit en fait en équipe et on s'en parle. Donc avec un peu moins de transmission qu'usuellement sur ce type d'atelier. Donc celui-là est assez intéressant. Il y en a plein. Je réfléchis en même temps. On y a la fresque des médias, du coup, pareil, alors assez modulaire avec plein de petits éléments, plutôt pour des jeunes publics, mais ça peut être adapté sur un format adulte qui est pour sensibiliser justement bah, ce que je disais avant, c'est quoi un média, enfin, tous les enjeux autour des médias, qui étaient construites par Florence Go. Voilà, et puis après, dans d'autres formats, un peu, je réfléchis un peu, dans des formats un peu mi-chemin, par exemple. On pourrait discuter si c'est un atelier ludique ou pas. Il y a le puzzle climat, par exemple, aussi, qui est un atelier sur le bilan carbone individuel et qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle et qui est assez intéressant parce qu'il y a pas mal de phases, pour le coup, en équipe, ludique, avec la compétition. Et un dernier pour la route parce que j'ai failli l'oublier et c'est un bon exemple aussi. On a Pois Chiche Party, qui est un atelier qui a été conçu par Ophélie Poyon, qui a trois formats d'ailleurs qui sont à mi-chemin entre atelier ludique et serious games selon les cas. On a le format classique par exemple est tout un format où on va finalement faire des petites actions RSE dans une équipe et on va avoir à un endroit dans l'entreprise une jauge de pois chiches qu'on va remplir au fur et à mesure qu'on relève des défis. À chaque défi donne un nombre de pois chiches et après il y a un système aussi de points individuels, de médailles, de plein de choses. Voilà. Et cet atelier-là a aussi d'autres formats, des quiz, des sensibilisations qui ressemblent plus à des serious games. Donc voilà, mais il y en a vraiment une grande multitude actuellement de formats qu'on pourrait appeler atelier ludique. Moi, j'invite aussi pas mal à aller en faire différents, déjà parce qu'on apprend plein de choses sur plein de sujets aussi. Et de l'autre côté, parce que bah, c'est une bonne occasion aussi de se dire, tiens, qu'est-ce que j'aime moins, pour aller s'inspirer si on veut créer son propre outil ludique. Tout à fait. Et puis pour finir, du coup, je pense que je me suis trompée de nom, en fait, tout simplement. Même moi, j'ai fait un peu un micmac entre les deux. J'ai mis game designer, mais je pense pas du coup que c'est game designer du coup. Bah, je ne sais pas comment je me qualifie exactement là-dessus. Enfin, moi, j'aime bien dire, je conçois des outils pour sensibiliser et faire participer. Et donc, ça inclut à la fois parfois des choses qui relèvent du game design. Et d'ailleurs, pareil, hein, j'ai eu l'occasion j'en profite parce que comme ça répond à la question qui était aussi là. Mais par exemple, j'ai eu l'occasion de faire une petite formation avec Aurélien Lefrançois
sur finalement le serious game design, qui était aussi pour un peu formaliser des pratiques que j'avais déjà. Mais donc il y a des outils de game design qui sont intéressants à aller chercher. Et donc là, on va effectivement, je pense, à la fois on peut se former, alors soit effectivement auprès d'Aurélien ou d'autres gens, soit aller chercher des choses comme l'art du game design ou des choses comme ça. De l'autre côté, je trouve qu'il faut, comme beaucoup de pratiques de design, énormément pratiquer. Puisque en fait c'est en faisant des jeux qu'on apprend à faire des jeux aussi. Pour la partie fresque atelier ludique, c'est à peu près la même, je trouve. C'est aussi pareil, apprendre à construire des dispositifs. Je pense que un des trucs qui est intéressant aussi pour concevoir des fresques et ateliers ludiques, c'est d'aller se former, apprendre et pratiquer la facilitation. Et là, il y a plein d'autres champs de référence là-dessus parce que on va nous apprendre à structurer finalement un atelier, quelles étapes on met, comment on fait sur n'importe quel temps collectif. Parce que pour moi, l'atelier ludique, c'est aussi une façon finalement de créer un outil qui permette de standardiser, entre guillemets, même si j'aime pas trop ça, standardiser une facilitation, en tout cas standardiser une trame d'atelier, des outils qui vont avec, ce qui n'empêche pas après à l'animateur, à l'animatrice de s'adapter à plein de choses et, au public. Et peut-être un dernier truc, mais plus classique aussi. Je pense qu'il faut aussi aller en même temps s'intéresser à l'ingénierie pédagogique sur vraiment comment on crée, comment on formalise les messages qu'on va mettre dans son atelier ludique parce qu'on va avoir plein de problèmes communs sur cette création-là avec finalement la construction d'une formation aussi, dans le sens où finalement quand on va travailler avec des experts, avec des organisations, ils vont souvent avoir trop de densité de messages et besoin d'aide à faire du tri, présenter ce qu'ils veulent finalement transmettre dans leur atelier ou faire faire. Voilà un petit peu. Et gamification, hein, pareil. Là, je renvoie plus vers feedback, FID, BAK, où il y a plein d'outils et de choses qu'on a construites avec Alexandre, mais sur Gamify, pareil, c'est des bonnes choses aussi. Donc en fait, on en revient toujours à, pour être designer, c'est bien d'avoir plein de pratiques complémentaires et de les pratiquer, d'apprendre et de pratiquer. En tout cas, c'était super intéressant ce que tu as raconté. Et puis, bah, merci. Et je pense Merci à toi pour l'invitation. bah, de rien.